Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais il y a une formule qui m'énerve en ce moment. L'expression distanciation sociale que l'on entend plusieurs fois par jour en ces temps de déconfinement prudent. Au-delà de son injonction sanitaire bienveillante, de son invitation à faire attention à l'autre et donc à faire attention à soi-même, cette petite formule renvoie également son lot d'amertume, d'aigreur, de sentiments d'injustice, de révolte et de peur. La distanciation sociale, elle existe finalement depuis toujours, et pas seulement depuis qu'un virus étrange, échappé d'un pangolin, d'une chauve-souris ou d'un laboratoire chinois, le saura-t-on un jour, n'ait bouleversé notre quotidien au point que toute idée d'un contact physique nous fasse instinctivement flipper comme des malades. La distanciation sociale, c'est aussi et surtout l'apartheid en Afrique du Sud, c'est la ségrégation entre noirs et blancs aux États-Unis, ce sont les quartiers populaires de nos banlieues citadines, ce sont les bidonvilles. La distanciation sociale, c'est l'écart entre les riches et les pauvres, les Français et les étrangers, entre le haut et le bas. La distanciation sociale, c'est finalement le fondement de cette organisation pyramidale et néolibérale dans laquelle s'inscrit si bien notre fonctionnement libéral et démocratique. La distanciation sociale, c'est elle qui génère la révolte des croquants ou les jacqueries paysannes au Moyen-Âge, les tensions dans les quartiers populaires ou les gilets jaunes de nos jours. Alors préférons à distanciation sociale la distanciation physique. Ainsi énoncée, la chose semble plus claire, moins équivoque et source d'espoir, car dire distanciation physique, c'est aussi penser rapprochement des corps, c'est penser collectif, c'est construire les combats à venir. Le premier jour du déconfinement, par exemple, j'étais à Purpan, devant l'entrée des urgences, avec 150 de mes semblables. Nous étions là, personnel soignant et citoyens solidaires, pour rappeler que si la résolution de cette crise sanitaire était l'urgence du moment, celle de l'hôpital, résultant de l'incurie de gouvernements successifs, en était une autre. Et tout cela à la distance réglementaire les uns des autres. Et ça faisait du bien de se voir être plusieurs. Alors oui, continuons à nous distancer physiquement tout en restant collectivement attentifs aux conflits qui se préparent. Parce que, comme le disait l'autre, à plusieurs on est beaucoup et ça compte. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, mixé une nouvelle fois par Eric Falavier, notre réalisateur des temps de crise. Voix éraillée ce soir pour lancer ce 880e épisode. La reconquête par la nature de nos espaces urbains soit, mais ça fait beaucoup plus de pollen. Pendant la semaine, chacun a enregistré sa chronique, seul devant son téléphone, avant qu'elle n'arrive les unes après les autres sur ma boîte mail. Idem pour les fichiers musicaux. Les jingles étaient déjà prêts, le tout est parti ensuite, et par la magie d'un fil de cuivre, quelque part au-delà du périphérique, pour y être monté avant de repartir vers un ordinateur radio-campusien pour diffusion hebdomadaire. Même confiné, même déconfiné, la radio reste un travail d'équipe. Et celle de ce soir est solide. Jean-Pierre Lérac, pour une nouvelle découverte musicale, Manuel Pomar pour quelques émois art visuel et notre bon professeur Thibaut pour exceptionnellement ce soir sa sélection livresque du moment. Et puis Isabelle Sirla, clarinettiste, nous donnera des nouvelles. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Un duo ce soir, un duo minimal, une contrebasse et une clarinette basse. Troisième album pour cette paire, associant à la contrebasse de Joël Trolonge la clarinette basse d'Isabelle Sirla. Duo qui, au fur et à mesure de leur travail en commun, a su créer un répertoire dont l'originalité tient au son qu'ils proposent, un son marqué par les graves, un son profond, chaud, intense, étonnamment riche et varié, malgré la proximité de tessiture des deux instruments. Musique viscérale, envoûtante, pleine de groove. Leur nouvel album, Piuma,
permet à ce duo, tout en restant dans les graves, de s'aventurer vers les parties aiguës de leurs instruments respectifs. Relecture et adaptation de mélodies de Philip Glass, de Charlie Haddon, de Thelonious Monk, mais aussi compositions originales sont au programme de ce 3e album chaudement recommandé par la maison. Le duo Sirla Trollonge, Pemba Sherpa, extrait donc de Piuma qui vient d'être mis en ligne sur Bandcamp. C'est caramel mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Pour commencer notre ronde des chroniques et chroniqueurs hebdomadaires, voici Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission. Jean-Pierre Lérac qui, cette semaine encore, a réussi l'exploit à dénicher un projet que l'on aurait pu découvrir si... Vous connaissez la suite. Salut Jean-Pierre. Amis amateurs de sensations fortes, bonjour. Deuxième semaine de déconfinement et toujours pas l'ombre d'un concert en vue dans les semaines à venir.
Alors on va continuer à s'intéresser aux projets qu'on aurait pu découvrir au printemps ou en été, les projets qui sont dans les tuyaux, comme on dit. Nous avons récemment parlé du duo Choc Gazelle, également du projet Mortel Randonnée autour des musiques de Carl Ablé, de Sébastien Sirotto. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un projet qui s'appelle Steve Lacy Songbook, un projet de Marc Desmoreaux. Bon, Marc Desmoreaux, le saxophoniste, qu'on ne présente plus, c'est un musicien phare sur la région toulousaine, évidemment. Alors, moi, je suis toujours impatient de voir des nouvelles créations de Marc. C'est vrai que malgré sa longue carrière, c'est quelqu'un qui est insatiable, toujours prêt à continuer à explorer, à inventer. Et chaque création, évidemment, on est toujours surpris par l'originalité, mais également par la qualité des arrangements. Alors, pour ce projet autour des chansons de Steve Lacy, il s'est entouré de Fabien Duscom, son vieux complice à la batterie, qui l'accompagne depuis très longtemps. Catherine Jonio, qu'on est peut-être surpris de voir sur ce projet, parce que c'est quelqu'un qui est quand même très repéré dans le monde des musiques improvisées. Betty Obet, la pianiste qu'on a adorée dans le duo Yana avec Christine Wodraska. Et Benoît Bonello, bassiste-chanteur que je connais un peu moins, qui était le leader du groupe Bed. Donc tout ce travail, c'est autour des chansons de Steve Lacy. On connaît évidemment le saxophoniste, le soprano, qui est peut-être même un symbole de cet instrument, le sax soprano, un musicien qui a longtemps évolué en France. Et donc, on connaît pas du tout son répertoire chanson. J'avoue que j'ignorais complètement cette partie de l'œuvre de Steve Lacy. Encore une fois, fallait-il aller chercher ça? Et voilà, encore une fois, une preuve d'originalité. Alors, c'est vrai qu'on retrouve c'est des chansons, souvent chantées en français, avec évidemment l'orchestration avec les musiciens car on comprend, puis l'univers musical de Marc Desmoreaux. C'est vrai que moi je suis très impatient, vu ce que j'ai entendu, je suis très impatient de voir ça sur scène, évidemment, de voir vraiment le projet à Toulouse ou peut-être dans la région. Et pour se donner une idée, nous allons écouter un morceau qui s'appelle Le Visage. Alors c'est des morceaux extraits d'un travail de répétition, donc c'est pas encore un produit fini, mais en tout cas ça donne une idée de ce qui va se passer. Voilà, ça s'appelle Songbook, Steve Lacy Songbook. À très bientôt. Encore caché le visage.
Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Depuis sa dernière apparition dans Caramel Mou, il y a 15 jours, Manuel Pomar est allé faire un tour en ville et il en a rapporté des merveilles. Une nouvelle rubrique, Le clou dans l'œil, à mettre entre toutes les mains. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de Caramel Mou. Voici la nouvelle chronique art visuel Le clou dans l'œil. Avant de commencer, évidemment, je salue Joe Kangourou et mes camarades chroniqueurs et chroniqueuses. Voilà, je peux dire voilà pour une fois, le déconfinement est en cours. Ça va tout doucement, je crois que nous sommes tous dans l'empirisme le plus total, nous apprenons à nous déconfiner. Un peu comme si nous mangions la recette que nous étions en train de faire avant que tout soit terminé, tout soit cuit, tout soit bien mijoté. Alors, pour profiter de cette semi-liberté, samedi, j'ai été à Toulouse et pour me remettre dans le bain, voilà, j'ai fait la queue devant un magasin de prêt-à-jeter. Non, je plaisante. J'ai été voir mes passeurs de culture habituels que sont Terre de Légende et le Laboratoire. Et à Terre de Légende, je suis reparti avec 2 bandes dessinées. Une des Rocs à marteau de la série BDQ, ce petit format qui rappelle le fumetti italien. Et là, je crois que oui, c'est le dernier épisode, il y a une 20aine de numéros différents. Alors, je vous rappelle tout simplement on va dire le mantra de BDQ, c'est le numéro 1 de la bande dessinée indépendante. Là, c'est Bernadette Feduski de El Don Guillermo. Alors, c'est une BD... très, on va dire très dynamique, et un trait à la fois naïf. Vraiment, les personnages sont particuliers. J'aime beaucoup le dessin d'El Don Guillermo, qui est avec très peu de moyens, très expressif. Bernadette est un personnage très très attachant. Je vous conseille vraiment chaudement la lecture de Bernadette Feduski. Ça glisse, quoi. On peut le dire comme ça. Ensuite, j'ai continué, voilà, dans cet esprit circuit court, avec la nouvelle sortie des éditions Misma, superbe maison d'édition, où on retrouve, et je pense qu'il est aux manettes, El Don Guillermo. Et là, c'est Anne Simon qui nous propose Gousse et Gigot. Alors, Gousse et Gigot, ce sont ces 2 personnages... deux sœurs qui vivent dans un univers complètement fou, à base d'intrigues politiques, mais aussi peuplé de créatures étranges, des relations très très complexes entre les personnages, un ton décalé, assez troublant. Le dessin, là aussi, il y a une pseudo-naïveté, mais c'est un dessin très très construit. Chaque page peut rappeler, non pas dans la culture du détail, mais le travail d'enluminure, dans les choix de mise en page.
y a ce rapport comme ça à un univers presque médiéval, fantastique, mais pas dans le sens habituel du terme. C'est décalé, c'est vraiment, faut le lire. Là aussi, voilà, Misma et les requins marteaux sont vraiment deux maisons d'édition à suivre en permanence. Ça fait des années qu'ils nous proposent des bandes dessinées de qualité. Soutenons-les, voilà, tout simplement. Et chez le labo, au laboratoire, à quelques mètres de Terre de Légende, je suis reparti avec le dernier album de Slift. Alors, j'imagine que l'on a déjà écouté Slift à Caramel Mou. C'est un trio toulousain. C'est un rock psychédélique assez sec, mais tourbillonnant. C'est vraiment très puissant, très fort, très enivrant. Le dernier album, c'est comme on dit, c'est une tuerie. Il s'appelle Human. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. C'est édité par Vicious Circle, super label, en plus un très très beau disque, la version vinyle, avec une pochette du dessinateur Kaza qu'on a connu évidemment dans Métal Hurlant à l'époque, un dessinateur fantastique, et là c'est une pochette noir et blanc, un double gatefold comme on dit, qui se déplie, voilà, et là aussi ça joue d'un univers fantastique. On a un personnage qui se découpe face à un ciel de nébuleuses étoilées. À écouter, réécouter. Ce week-end, j'ai dû me le passer 3-4 fois, ce disque. Donc, consommer, ce n'est pas qu'acheter des fringues jetables. Consommer, ça peut être soutenir la création, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est acheter, mais surtout écouter, lire, regarder des objets artistiques, culturels, produits par des artistes qui habitent tout près de chez nous, qui vivent tout près de chez nous et qui font des choses extraordinaires. Voilà, du local au global, parce que ces artistes que j'ai cités, Eldon Guillermo, Slift et Anne Simon, évidemment, ils rayonnent partout et ce sont vraiment des artistes à suivre. Et ce que j'ai fait ensuite, tout simplement, j'étais voir une exposition, l'Espace Écureuil, place du Capitole à Rouvert. Vraiment, merci à eux, bravo. Ça fait du bien de pouvoir rentrer dans un lieu d'expo, même si on y est masqué, c'est normal. Je me protège, je te protège, tout simplement. Et en plus, l'exposition, je l'avais vue avant le confinement, et là je l'ai revue. Évidemment, elle a une autre saveur, je l'ai vue différemment. Son titre, c'est « Nous ne savions pas ce que vos yeux regardaient ». Le commissaire, c'est Alexandre Curnier, qui est l'initiateur d'une revue qui s'appelle Noto. C'est un univers assez doux. Bon, c'est une exposition sur le regard, les points de vue. Elle est, cela coule de source, très contemplative. Elle a un rythme que j'aime bien, assez doucereux, mais qui ménage aussi des contre-pieds et des surprises. Il y a des œuvres qui m'ont vraiment accroché, comme le travail de Charlotte Charbonnel, qui est une chimie, mais à la qualité visuelle, avec peu de moyens, très très efficace, mais surtout très poétique. Et le travail de Georgia Russell, un grand format peinture, une peinture lacérée, mais pas à la Fontana. C'est une construction beaucoup plus précaire, fragile. J'emploie beaucoup ces mots parce que j'aime lorsque l'art se niche dans des petits détails, dans des choses infimes. Voilà, je vous conseille d'aller voir vraiment l'exposition à l'Espace Écureuil, c'est important. Eux aussi,
Vraiment, faut les remercier d'avoir fait. C'est pas un effort, mais l'expo était en cours, ils l'ont réouverte et c'est une bouffée d'oxygène. C'est important, c'est place du Capitole et c'est montrer que la culture est vivante. Elle est encore vivante évidemment, elle le sera toujours, mais elle est fragile, donc soutenons-la. Dernier point, ce vendredi, ce soir. 22 mai, il y a le 22, donc le 22 je vous en avais déjà parlé, c'est un lieu tenu par un artiste, Laurent Redoulet, c'est chez lui, et depuis 1993, tous les 22 du mois, il fait une exposition qui dure un soir. Évidemment, le 22 mars et le 22 avril, les expositions n'ont pas eu lieu. C'est la première fois depuis 1993 que cela arrivait. Il n'avait jamais dérogé à la règle. Et donc, pour pallier à cela, évidemment, le public n'a pas pu aller au 22, mais il a proposé deux expositions en ligne. Où il filmait le lieu, où il projetait dans le lieu des œuvres, il refilmait tout un travail numérique. Et ce vendredi 22, c'est ce qui va se passer, mais avec un casting pléthorique. Elle s'appelle Presque déconfiné. C'est Thérèse Pitt et Philippe Pittet, deux artistes que l'on connaît bien. Thérèse Pitt avait été invitée sur les ondes de Caramel Mou, qui propose cette exposition. Alors je vais faire très vite. Il y a un monde de fous. Il y a Yvonne Calsou, il y a Marlène Colotte, il y a Jérôme Dupéra, il y a Sophia El Mokhtar, il y a Laura Fritt, Isabelle Fourcade, Kouren Fourcade, Nicolas Gou, Mathilda Holloway, Pascal Herpe, Chad Kivny, Étienne Lescure, Benoît Luisière, Julie Martin, André Mérian, Sophie Martier-Edwards, Julien Tardieu, Serge Provost, Mathieu Sanchez, Estelle Vernet et beaucoup d'autres, une quarantaine d'artistes qui vont montrer ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Alors soit de façon physique, accrochés au mur, soit sous forme vidéo, et tout ça sera visible en ligne. Évidemment, il n'y a pas de vernissage ce soir au 22, ce n'est pas ouvert au public, c'est encore en ligne et je vous donne l'adresse tout de suite pour voir ça tout à l'heure. Ça va démarrer à 19h. Donc dès que vous éteignez Caramel Mou, vous passez à tousles22.co. Alors TOUS LES 22.co. Tousles22.co. Et vous assisterez à l'exposition en live. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt. Ciao. In the world of violence, events
Thousand Helmets of Gold, extrait de Hummon, album sorti il y a 3 mois maintenant. Slift, groupe toulousain dont Manuel Pomar vient de nous dire tout le bien qu'il fallait en penser et qui, avec Princess Thailand, Walter Sextant et Bruit, forme un quatuor de groupe toulousain à écouter d'urgence, surtout si vous avez les oreilles curieuses et sensibles aux sons électriques et énervés. À noter en passant que l'album de Princess Thailand, And We Shine, est lui sorti le mois dernier, que le groupe Bruit vient de son côté de finir l'enregistrement de son premier album au studio du Manoir dans les Landes sous la direction de Serge Faubert et que celui de Walter Sextant devrait arriver en septembre-octobre prochain. Alors, elle est pas belle la vie? Caramel. Mou. Caramel. Nous avons demandé il y a quelque temps à plusieurs artistes, musiciens, écrivains toulousains de nous envoyer de leurs nouvelles. Après le message poétique de Mustapha Amokran il y a 15 jours, c'est Isabelle Sirla, la clarinettiste basse du duo Sirla-Trollonge que nous avons écouté en début d'émission, qui nous a envoyé cette semaine cette carte postale. Isabelle Sirla. Jean-Philippe, rebonsoir. C'était pour continuer un petit peu la discussion qu'on avait eue tout à l'heure, où on échangeait sur cette période si particulière qu'on traverse et cette parenthèse dans laquelle on a été pendant 1 mois et demi. En tout cas, moi, je me suis trouvée dans une espèce au tout début, dans une espèce de temps comme ça qui s'ouvrait et au début, ma foi, c'était un peu comme un cadeau, la possibilité d'avoir le temps de faire les choses, sans courir partout. Et c'est vrai que ça a été un beau moment, les 2-3 premières semaines, de pouvoir travailler des choses, notamment en musique, que j'ai jamais le temps de travailler. Voilà. Et ça a été assez merveilleux. D'être sur peut-être des choses, plus essentielles, quoi. Après cette période, cet état-là a laissé place à un autre état, un état beaucoup plus, peut-être plus angoissé et plus empreint de colère aussi, et de voir comment nos dirigeants nous baladaient d'une info à une autre, voilà, jusqu'à cette déclaration de Macron pour les intermittents, ce qui en soi est une bonne nouvelle, mais je ne peux pas être sans méfiance et sans me dire attendons, quel est réellement ce plan culture, cette année blanche pour les intermittents. Sans compter qu'il y a plein de gens qui sont dans la culture et qui ne sont pas intermittents, qui sont en CDD et pour lesquels aucune déclaration n'a été faite. Et donc, voilà, avec Joël, on a décidé d'aller jouer dans des endroits. Alors, on a proposé à une maison de retraite, là, dans mon quartier à Toulouse, où on va aller la semaine prochaine, et on cherche des endroits où on peut aller jouer. Notamment, c'est vrai que les maisons de retraite, je pense que c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touchée, parce que laisser comme ça a été fait, mourir les vieux, nos vieux, de cette façon-là, je sais pas comment on a pu en arriver à cet endroit-là, quoi. Donc moi, ça me fait vraiment très plaisir d'aller jouer pour ces personnes-là. Et avec le duo, donc puisque notre disque sort pendant cette période-là, on va essayer de trouver, de continuer et de jouer pour des gens, parce qu'on a besoin de jouer pour les autres. On a besoin des autres pour jouer. On ne peut pas jouer indéfiniment tout seul et entre nous. On a besoin de recevoir quelque chose des gens, de recevoir quelque chose qu'on reçoit quand on joue avec des gens à côté et autour de nous. Voilà. À bientôt. Merci. Mesdames, messieurs. Ne quittez pas l'écoute.
Dans quelques instants, vous... Caramel Greetings, I'm from Omaha, but had to meet Detroit so I could meet myself when I reached the joint. To speak truth, vow, cause it's too foul to ever get it right. What a safe style, had to break foul, go rank and foul, and then break ranks. But I'm still saying thanks to the honorable, playing deadly pranks. My honor for his image that he gave us false, gave me enough to send me on a hajj, truly saved the lost, lost forever be, but I was saving me by redefining what my people call bravery. And then they struck me down just for standing up. Even in Pisa, they could still see me standing up. Yeah. And if all I gave, this is summed up, I can settle with this, cause they're standing up, saying that's enough, when that's enough, cause that's enough, enough. You get hoodwinked because you choose to think that you can make change without some pain, without sacrifice. Then check my life, check it twice. Shit had to get ill just to get nice. They didn't take my life, I gave my life. Shit had to get ill just to get nice. They didn't take my life. Hoodwinked because you choose to think that you can make change without some pain, without sacrifice. And check my life, check it twice. Shit had to get ill just to get nice. They didn't take my life, I gave my life. They didn't take my life, yeah, I gave my life, I gave my life. You get hoodwinked cause you choose to think that you can make change without some pain, without some sacrifice. Then check my life, then check it twice. Shit had to get ill just to get nice. They didn't take my life, I gave my life. Shit had to get ill just to get nice, just to get nice.
saying that's enough. When that's enough, that's enough. Enough. Cause it's standing up, saying that's enough. When that's enough, cause that's enough. Enough. Cause that's enough. Enough. Cause that's enough. Enough. Cause that's enough. Enough. Francesco Bearzati, saxophoniste italien, passant beaucoup de temps en France et qui, à l'occasion de ce morceau épilogue, invite Napoléon Maddox à venir mettre des mots sur une bande de son célébrant la mémoire de Malcolm X. L'album s'appelle X Suite for Malcolm. Il est presque l'heure de se quitter, mais nous ne le ferons pas avant d'avoir écouté la rubrique qui traditionnellement conclut nos caramel mousse hebdomadaires, celle de notre bon professeur Thibaut. Bonjour professeur Thibaut. Bonjour petite fée de la FM, comment allez-vous ? Comment avez-vous vécu ce confinement ? Ça y est, nous sommes libres, nous pouvons sortir, nous allons sortir, c'est prévu. Et oui. Et alors, du coup, un petit changement dans cette chronique cinéma, mais vous allez voir qu'on va quand même parler de cinéma, un changement de dernière minute, parce que je me suis dit que là, finalement, il fallait qu'on aille dehors. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant qu'on était confinés ? On a vu beaucoup de films, on a vu énormément de films, on s'est gavé de films, on a lu aussi un peu, on a essayé de lire un petit peu sur l'économie, mais on n'est pas trop arrivé à finir ce qu'on avait commencé, on a essayé de lire des conneries qui apparaissaient sur les réseaux sociaux, mais là de toute façon on n'en a jamais fini, donc on a fait plein de trucs comme ça, et je me dis, alors là on sort, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et évidemment on va pas aller au cinéma, ou on va pas aller revoir un film, alors je me dis, on va aller acheter des livres. Donc, du coup, je vais vous parler de livres très très rapidement, bien sûr, sans vouloir trop vous embêter pour une fois, hein. Après tout, on va essayer. Et alors, qu'est-ce qu'on va aller acheter comme livre ? Alors, moi, je me suis dit, on a été confinés, on était là, un peu tout seul, comme ça, un peu, c'était pas facile, c'était frustrant, c'était, oh mon Dieu, quoi faire, etc. Eh bien, on va aller acheter un livre sur Brigitte Lahaie. Et donc, nous allons aller acheter Brigitte Lahaie, les films de culte, un livre donc de Cédric Grandguillot et de Guillaume Le Dixaise. Alors, c'est paru aux éditions Glénat, c'est un ouvrage relativement imposant, alors qui est, je préviens, c'est richement illustré et ça ne fait pas semblant, donc c'est consacré à toute la carrière donc de Brigitte Lahaie, qui n'a pas œuvré que dans le film pornographique. Donc là, on va avoir chaud, un peu chaud, mais ça tombe bien, parce que dehors il fait chaud, et donc on aura encore plus chaud. Donc on apprendra tout sur Brigitte Lahaie, il y a plein d'interviews de gens qui l'ont côtoyé, etc., qui parlent de leur métier. Alors il y a des gens qui ont travaillé dans la pornographie, comme Claude Bernard Aubert, il y a Gérard Kikoïne aussi, bien sûr, enfin bon, bref, mais pas que, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce livre, sinon que pour moi c'est un petit peu la perfection. Ça joint l'utile à l'agréable, on apprend plein de choses sur une époque qui aujourd'hui est complètement révolue, mais je ne sais pas ça si c'est un bon signe. Donc, et puis après bien sûr on pourra prendre des renseignements sur la carrière de Brigitte Lahaie, avec des excellents films d'ailleurs, comme Partie fine, donc de Gérard Kikoïne, que je viens de citer, qui était d'ailleurs une attaque en règle de la bourgeoisie, donc à travers un film pornographique. On trouvera quoi ? Le fameux Parti de chasse en Sologne de Burt Thornberry, alias Claude Bernard Aubert, d'ailleurs, qui est un cinéaste qui avait commencé dans le cinéma classique, et qui, tout d'un coup, a décidé de partir faire des films porno, comme ça, parce que ça lui plaisait, et à mon avis, il a eu totalement raison, et c'est une grande personne. Il avait son libre arbitre et son droit de décision. On pourra aussi se rendre compte que Brigitte Lahaie a tourné dans un film que moi je ne connaissais pas, je suis en train de tourner les pages, parce que je ne peux pas m'en empêcher, ce livre est absolument formidable, un film que je connaissais absolument pas, qui s'appelle Comment se faire virer de l'hosto, qui est un film de Georges Cachou. Et là, je ne résiste pas à vous lire une partie du synopsis. Michel se croit fou, mais l'asile qu'il rêve de rejoindre ne veut pas de lui. Tant pis, Michel va dévoiler ses origines. Il est Adolfo, le fils d'Adolf Hitler. Si c'est pas beau, ça. Et c'est une comédie, donc, avec Brigitte Lahaie. Donc ça, c'est chaudement recommandé.
Voilà, ça pèse lourd en plus, ça vous fera faire un peu de sport quand vous allez le ramener à la maison. Alors attention, c'est pour public averti, hein. Si vous avez des enfants, il ne faut surtout pas qu'ils ouvrent ces pages. Mais entre nous, je pense qu'ils font beaucoup, qu'ils voient des choses beaucoup plus extravagantes donc sur cet objet technologique qui est Internet. Donc on aura acheté ça, on ramène ça à la maison. Qu'est-ce qu'on pourra se ramener aussi à la maison, là où on va lire hein, d'ailleurs, où on ira lire dans un parc ou dehors tout simplement si on a la chance d'avoir un jardin, on ira lire. Alors ça aussi, ça c'est formidable, ça s'appelle Les Maîtres d'Hollywood. Alors c'est en 2 tomes. C'est paru chez Capricci. L'auteur, c'est Peter Bogdanovich. Donc, on le connaît comme cinéaste, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Peter Bogdanovich, au tout départ de sa carrière, Peter Bogdanovich, qui est donc américain, qui est un espèce de fou, mais vraiment de cinglé de cinéma, a interviewé les plus grands réalisateurs de leur vivant. Et donc c'est absolument fascinant. On a un tome 1 donc qui regroupe donc des entretiens avec Fritz Lang, George Cukor, Alan Dwan, Léo McCarey, Raoul Walsh, Howard Hawks et Joseph von Sternberg. C'est absolument extraordinaire. Alors il y en a qui sont très loquaces, comme des gens comme Alan Dwan qui ont commencé dans le muet, et je vous garantis que là c'est hallucinant quand les films se tournaient complètement en dehors des studios, parce que les studios n'existaient pas encore, c'était en construction, donc ils allaient réaliser comme ça des petits westerns en décor naturel, et je vous garantis que les histoires qu'ils racontent là, ce sont de vrais romans. On se demande comment, tout simplement, comment Hollywood a pu se bâtir comme ça. L'entretien avec Joseph von Sternberg, qui est un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, lui aussi est complètement fou, puisque je crois que l'interview fait 3 pages, peut-être 4 pages, vu que Joseph von Sternberg ne répond à aucune question que lui pose Bogdanovich, ou alors ce sont des réponses comme ça, très lapidaires, et à la fois on se dit, quand on a fini ces 3-4 pages, on se dit, ah mais c'est pas intéressant, mais si en fait, parce que ça en dit énormément sur la personnalité de von Sternberg. Bref, ça c'était des réalisateurs des vrais, Bogdanovich les a interviewés, il y a un second tome donc, avec Alfred Hitchcock, Don Siegel, Sidney Lumet, Joseph H. Lewis, je vais y arriver, Frank Tashlin, Robert Aldrich, Chuck Jones, qui était un réalisateur de dessins animés, vous savez, ces petits cartoons, Edgar G. Ulmer et Otto Preminger. Bref, c'est absolument fascinant. On a là une vue en coupe de ce qu'a pu être le cinéma à diverses époques aux États-Unis. On remerciera jamais assez Peter Bogdanovich et surtout Capricci donc d'avoir traduit ces 2 tomes. Ça s'appelle, je répète, Les Maîtres de Hollywood, entretien avec Peter Bogdanovich, et chez Capricci. Et on va finir par quoi? Et je pourrais finir, tiens, allez, soyons fous, je vais terminer par un petit muet qui s'appelle Sparrows, qui est un film de William Bodin. Alors lui, il a aussi une grande carrière, là, très prolifique. C'est un film avec Mary Pickford. Mary Pickford qui a été une star aux États-Unis, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Mary Pickford qui, avec Griffiths, Chaplin et Douglas Fairbanks, qui allait donc devenir son époux, ont ouvert le premier studio indépendant de l'histoire du cinéma américain, qui s'appelait United Artists. Donc ils ont ouvert ça en 1919. Ils voulaient en fait tout simplement rester, ils avaient compris que les producteurs en fait voulaient leur piquer leur film quelque part, même s'ils étaient acteurs. Alors on pourrait dire que c'est la politique de l'acteur et non pas la politique des auteurs, mais bon, et ils voulaient donc rester propriétaires de leur film et de leur image, et ils ont formé donc cette compagnie, donc United Artists, à laquelle a participé Mary Pickford. Et là, moi, le film que je vous conseille, c'est Sparrows. Alors Sparrows, là on a parlé de Brigitte Lahaie, on a parlé des Maîtres de Hollywood, c'est quand même réservé à un public, les Maîtres de Hollywood, c'est pas réservé à un public averti, n'allons pas jusque là, mais quand même quoi, voilà, d'un certain âge. Sparrows, c'est un film c'est un jeu MB, c'est les films qui sont bâtis comme les jeux MB de 7 à 77 ans. C'est une sorte de
Nuit du chasseur. C'est un sujet qui est terrible, c'est un espèce de conte d'horreur en fait, mais pour enfants. Et ça parle de ces fameuses fermes justement pour enfants qui avaient aux États-Unis à une certaine époque, quand tout le monde ne roulait pas sur l'or, donc on vendait les enfants, ou alors on kidnappait les enfants qui devenaient de la main d'œuvre forcément pas chère dans des fermes comme ça. Et là c'est donc Mary Pickford qui avait 33 ans au moment du tournage du film. C'est un film de 1926 et elle joue un personnage, je crois, qui a une quinzaine d'années, un truc comme ça. Mais ça marche bien, vous verrez. Et là, c'est terrible parce que ça se passe dans des marais comme ça, boueux, avec des alligators. Et donc, Mary Pickford, qui joue le rôle de Molly, va emmener un groupe d'une dizaine d'enfants comme ça. Ils vont fuir de la ferme où ils sont martyrisés. Et là, ça va être une grande course-poursuite. Et c'est absolument magnifique. Ça, alors, film muet, ça fait toujours un peu peur. Vous inquiétez pas, vous allez le voir sur YouTube, c'est trouvable sur YouTube. Et en plus, si mes souvenirs sont bons, c'est trouvable dans une excellente copie. Donc, profitez-en. Regardez donc Mary Pickford dans Sparrows, Les Moineaux, un film de William Bodin, un pré-Nuit du chasseur. Alors, si ça vous met pas l'eau à la bouche quand même, je sais plus ce qu'il faut faire. Vous allez absolument vous régaler en vous souhaitant un très bon déconfinement. Donc, n'hésitez pas, sortez, n'ayez pas peur non plus. Il faut pas non plus, se laisser envahir par cette espèce de sentiment qui est un petit peu délicat et qui est véhiculé par nos médias préférés. Donc, sortez un petit peu en prenant, bien sûr, les précautions nécessaires et en respectant les gestes barrières. Et c'est moi qui dis ça. J'y crois pas. Petite fée de la FM, je me ramollis. C'est absolument terrible. Je reviendrai en meilleure forme pour une prochaine chronique. Bonsoir. I went to see the shore for a daft pilgrimage, as if I didn't already know that what was lying down there was a trained memory's wreck, coming and going like a fish stranded on my brain. And now the sea is only a tear in my grief, and the sea looks like the grave of my humanity, and the sea is only a tear in my grief. And this evening, sanctuary of the child that I used to be. Give me a speck of sand, and I'll build an entire desert homeland. Send me shiny drift nets, and I'll sow my perfect dress. Je mange les sirènes, so there'll be nothing left to feed your fantasies. Elle mange les sirènes, and now the sailors are dying, and this whole world's going crazy, and the sea is only a tear in my grief, and the sea looks like the grave of all humanity, and the sea
Malesina, Merci, morceau qui figurera sur son premier album Body, album qui sort la semaine prochaine. Et voilà, c'est sur cette très bonne nouvelle que s'achève Caramel Mou aujourd'hui. Éric Falavier l'a mise en boîte, merci à lui. Jean-Pierre Lérac, Manuel Pomar et Fred Thibault y ont fait des chroniques, merci à eux. Et Isabelle Sirla y a fait une apparition remarquée. Merci à elle. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur ces zones campusiennes. D'ici là, sortez un peu, mais faites attention à vous. Salut les filles. Caramel